Je voudrais reprendre la parole, s'il vous plaît. D'abord, c'est un petit clin d'œil. Est-ce qu'il y a un médecin généraliste sur l'estrade? Sur l'estrade? Non, c'est quand même marrant. D'accord. Mais ça, vous voyez, c'est un clin d'œil, mais c'est marrant. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur la consultation, la première consultation du sommeil. J'étais médecin généraliste, j'ai essayé de le faire en médecine générale, c'est impossible. Et maintenant que je ne fais plus que ça, ma première consultation du sommeil dure 45 minutes. C'est la première fois qu'on leur pose des questions, qu'on fait un bilan, que les gens sont confrontés à un médecin qui va leur poser des questions sur tout ce qui constitue leur vie. Parce que quand on parle du sommeil, un tiers de leur vie, en fait, ça impacte les 2 autres tiers. D'accord? Donc il est important déjà de tirer dans les coins, déjà de savoir vraiment quelle est leur problématique de départ. Ensuite, quel est leur mode de vie, quelles sont leurs conditions de sommeil. Donc tout ça, ça prend du temps. Hein, s'ils sont dans un environnement calme, s'il y a un choc sur le livre, des tas de détails comme ça. S'ils ont des volets. Ensuite, leurs antécédents personnels, mais aussi familiaux. Parce que il y a vraiment un impact familial, ça c'est clair. Moi, je suis en plus patient expert. Puisque en me spécialisant dans le sommeil, je me suis découvert apnéique, à 62 apnées par heure. Okay, donc je suis à Paris, je vis tout de l'intérieur. Et en fait, mon père, ma mère, ma sœur et moi, on est tous appareillés. Donc il y a vraiment un impact familial. Ensuite, une fois qu'on a éliminé tout ça, il faut observer. Le mal-empathie, la mâchoire, les amygdales, la position globale. Enfin, c'est vraiment une observation, il faut noter tout ça. Et puis après, on interroge le patient sur son sommeil, son endormissement. Et qu'est-ce qui se passe pendant son sommeil? Et déjà, on va leur poser des questions. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ils réalisent des choses auxquelles ils ne s'étaient jamais posé la question. Après, bon, il y a le réveil. Il y a le réveil, et puis il y a la journée. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Si on ne leur pose pas la question, ils ne vont pas se rendre compte. Et puis, ah bah oui, docteur, c'est vrai, je ne m'en étais pas rendu compte. Entre parenthèses, quelquefois, il y a le conjoint qui est à côté, et qui dit, ah ben mince, les questions que vous posez à mon mari, il veut dire, j'étais interpellé pour moi avec ces questions-là, parce qu'on les décortique. Le Epworth, la Shadé aussi qu'il faut faire, enfin le côté anxio-dépressif qui peut intervenir sur les qualités de sommeil, tout ça, ça doit être décortiqué. Mais cet Epworth, c'est un outil banal qui est très peu parlant. C'est pas parce qu'un Epworth est négatif qu'on n'a pas un patient touché. Alors tout ça, c'est pour en revenir à une chose principale, c'est que la chose la plus importante, c'est la clinique. Et la clinique, si on va faire la polygraphie, on va faire la polysomnographie, si on n'a pas un résultat concordant, un résultat qui est évocateur de troubles du sommeil, on ne peut pas laisser tomber, même après la polysomnographie. C'est-à-dire qu'il faut revoir un petit peu tout le questionnaire, enfin tout le patient, mais surtout, quelquefois, l'appareiller de force. Pas de force, je dis de force par rapport à la sécurité sociale. Avec tous ces symptômes cliniques, il y a vraiment une importance des symptômes cliniques. La sécurité sociale, moi j'appareille des patients qui ne sont même pas à 15 quelquefois, en polysomnographie. Une fois qu'on a fait, et la sécurité sociale, à partir du moment où il y a un risque accidentogène, où il y a des pathologies associées, tout ça, il n'y a aucun souci. Ma sœur elle-même a fait un infarctus à 40 ans, c'est moi qui ai découvert son apnée du sommeil 20 ans après. Et elle, quand j'ai fait la polygraphie, j'ai rien eu. Je l'ai envoyée à Fabrice Toin pour faire la polysomnographie à l'époque parce que j'en faisais pas. Il n'y avait pas grand-chose, mais il l'a appareillé. Et sa vie a changé. Elle a pratiquement plus besoin de prendre de traitement pour ses douleurs cardiaques parce qu'elle n'en a plus. Voilà. Donc vraiment, il y a une chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'effectivement, le médecin généraliste, il a un rôle capital. Et moi, je m'applique à faire maintenant des FMC pour leur donner des outils, des premiers outils simplement, pour déjà se poser la question quand ils sont devant un patient. Maintenant que je suis somnologue façon de parler, je ne vois plus que des patients qui sont orientés. Avant, quand j'étais médecin généraliste, c'était des patients qui venaient pas du tout pour des problèmes de sommeil. Et c'est moi, en les regardant, en les interrogeant,
parce que ce qu'ils me racontaient, parce que je les interrogeais, pas en sommeil, mais quelques détails, hop, ça fait tilt. Et ben les médecins généralistes, ils n'ont pas ces outils-là. Et donc, c'est ça la priorité. Parce qu'ils ne peuvent pas faire... c'est trop chronophage, faire le test, enfin la consultation sommeil d'un médecin généraliste, c'est pas possible, c'est trop long. Mais par contre, il faut leur donner certains outils. Et donc, je vais faire des FMC dans ce sens-là. Je suis ravi de découvrir votre association, parce que, évidemment, je vais me coller à vous. Eh bien, bienvenue. Effectivement, l'association, son but, c'est mutualiser, c'est fédérer, c'est vraiment redonner la vraie position du médecin généraliste dans le dépistage, dans le suivi. Alors, juste pour rebondir à ce que disait Christophe tout à l'heure, effectivement, le suivi, il peut se faire par le pneumo, l'ORL, etc. Mais il y a certains suivis qui sont simples, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un avis d'expert. Alors, ce n'est pas qu'on veut vous piquer des patients ou quoi que ce soit, mais c'est histoire de soulager un petit peu la prise en charge et de laisser plus de temps libre pour faire vraiment des patients un peu compliqués. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la plateforme Adèle, on arrive à regrouper quand même pas mal de prestataires, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, et donc ça permet de centraliser. Et pour la formation, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut le DU, parce que la médecine du sommeil est une médecine transversale, il faut vraiment connaître un peu tout. Et c'est là le point fort aussi du médecin généraliste, parce que dans la médecine générale, on fait de la transversalité. C'est-à-dire qu'un patient qui vient voir son généraliste pour un problème ORL, il ne va pas se contenter de voir juste le problème ORL. Il va prendre l'attention, il va regarder s'il n'y a pas de problème digestif, etc. Parce qu'il y a d'autres... Ça montre un petit peu cette gymnastique intellectuelle. Donc, franchement, on est prédisposé à faire de la bonne médecine du sommeil, sauf qu'on est peu informé et peu formé. Et l'objectif et le but de l'association, c'est justement d'apporter ce soutien, cette formation. On est en train de réfléchir sur des programmes de formation qui seront intermédiaires entre le DU, qui est quand même lourd, etc., et les DPC qui sont courts et qui sont plus orientés vers le SAS. Laisser la parole, mais j'ai juste une réflexion pour le terme de somnologue où j'étais un peu irrité. Voilà. Mais la réflexion, elle est toute simple, c'est qu'actuellement, tout le monde doit s'occuper du sommeil. Si vous avez envie d'en faire, vous vous formez, vous faites du sommeil, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Méfions-nous que ça ne devienne pas un DES. C'est tout. Parce que si ça devient un DES, alors je vais peut-être me mettre l'université à dos, eh bien, ça veut dire que ça va être réservé qu'à une catégorie et que donc nous qui en faisons tous ici, ce sera plus ouvert. Donc c'est pour ça que je dis le nom de somnologue, oui, somnologie, qu'on fasse des congrès, qu'on fasse tout ça, que ceux qui ont envie de se former à n'importe quel niveau, on peut imaginer le niveau de prévention, tout ce qu'on veut, c'est super. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes devenu entre guillemets somnologue. Mais méfions-nous que vous ne puissiez pas le faire pour nos prochains collègues. Complètement d'accord avec toi, Bruno. Je pense que c'est très, très important. Comme tu dis, Reda, d'être généraliste, de s'occuper de son patient et de prendre en soin toutes les problématiques de sommeil qu'ont votre patientèle, vos patients, les familles que vous suivez. Nous, on est pneumo. Moi, je fais pneumo, allergo, sommeil. Donc, effectivement, mes patients, ils ont 3 consultations en une. On a des outils pour effectivement avoir en une consultation suffisamment de questions et d'examens cliniques pour faire le tour des 3 questions et des questionnaires qu'on leur remet quand c'est la première fois. Moi, par exemple, quand ils viennent pour un bilan allergo et que je tire le tiroir sommeil, on n'a pas le temps, je leur remets le questionnaire et qui est très exhaustif pour le coup, ils ont le temps de le regarder à la maison et la consultation suivante, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de risque accidentel, on en parle la prochaine fois. C'est ça qui est important aussi, c'est d'établir une relation de confiance, vous l'avez déjà. Nous, on l'établit quand on voit un patient en tant que spé. Moi, sur mon territoire, j'ai essayé quand j'ai su que les généralistes pouvaient renouveler, je me suis dit, waouh, super. Ça va me donner une bouffée d'oxygène. J'ai dit à tous mes patients, je l'ai mis dans les courriers et tout, super, alors vous, je vous revois dans 2 ans, vous, je vous revois dans 3 ans, tout est stable, tout est bien et tout. Et en fait, effectivement, je me suis heurtée au fait que je ne savais pas finalement quelles étaient...
il y a trop de généralistes, il faut savoir qui a l'habitude, qui n'a pas l'habitude, qui sait lire. Et c'est pas sympa, c'est-à-dire tu refiles la patate chaude. Enfin, je me suis mise à la place après du généraliste quand j'ai vu les patients revenir. Et en fait, il y en a qui ont joué le jeu, qui ont signé les DAP, mais sans rien y comprendre, parce qu'ils n'ont pas été formés pour. Et donc, on peut pas déléguer une tâche à un confrère sans le former en lui disant, voilà, ces patients-là, tu peux renouveler, tu as le droit de renouveler la DAP, de signer les papiers, c'est pas drôle. Mais je t'explique pas, et je t'ai pas appris, je t'ai pas transmis mon expertise de 20 ans, de 25 ans de pratique de la VENI et de la PPC pour savoir, ce patient-là, le Presta, il me dit que tout est au vert, mais moi, j'ai mon œil d'expert qui sait que ben non, pas du tout. Le patient, il va pas bien, il est de nouveau fatigué et somnolent, et finalement, il y a des choses qui vont pas et que le Presta, il l'a pas vu, ça, moi, j'ai pu le voir. Donc, je suis très embêtée parce que du coup, j'ai repris la main et je reprends tous mes patients. Et j'ai du coup une file active, des délais qui se sont allongés. Et bon, j'ai quand même, heureusement, pas certains patients qui me disent non, mais c'est bon avec mon généraliste, on se voit tous les 2 ans et cela, on fait comme ça. Donc, via ton association et cette montée en expertise, on va pouvoir effectivement mieux être dans le partage de tâches plus ou moins intéressantes ou ingrates suivant les jours, pour pouvoir effectivement avoir quand même de la place pour les nouveaux patients, parce qu'on ne peut pas être que dans le suivi des patients en pathologie stable. Bonjour. Voilà, moi je suis médecin généraliste, je fais de la permanence de soins en Ariège et je suis agréé permis de conduire. Donc ça fait des années que je suis confronté à des problèmes d'apnée du sommeil. Ça pue, le mec il fait 150 kilos, il ronfle, il est fatigué. Donc je me suis formé par des DPC, à faire des dépistages par des polygraphies. Et voilà. Donc je suis là pour... j'ai pas de réseau, j'ai pas d'ORL, j'ai pas de dentiste, j'ai pas de kiné qui sache après adapter le masque, etc. Voilà. Voilà, donc moi je dépiste uniquement les gens qui viennent conduire, et pour leur renouveler, c'est médico-légal, il ne faut pas qu'ils fassent d'apnée du sommeil pour conduire. Et justement, l'avantage et le point fort de l'association, c'est de pouvoir justement venir en aide à des praticiens qui sont comme ça isolés, épuisés, qui ont besoin d'être soutenus, d'être formés, d'être accompagnés, d'être épaulés, aidés à tous les niveaux. Voilà, donc le bonhomme, il vient, il a un permis à renouveler, il travaille, et ça pue l'apnée du sommeil. Donc comment faire? Les délais de prise en charge pour faire une polygraphie, c'est 3 à 6 mois. Et vous faites la partie diagnostic, mais comment vous faites ensuite pour les TME? Comment vous les adressez pour le TME annuel? Moi, j'adresse après un ORL pour rechercher un obstacle. Après, j'ai des difficultés, effectivement, pour faire le test de maintien d'éveil. J'ai des difficultés à trouver des rendez-vous rapidement. J'avais une petite remarque pour Christophe. Alors Christophe, merci ta remarque. Moi, je suis pas généraliste, quoique je suis un peu le généraliste de l'hôpital, mais toi, tu as pris le chemin de faire somnologue et de prendre 3/4 d'heure pour tes patients, et tu as raison, parce que pour le sommeil, il faut prendre du temps. Le problème, c'est que le généraliste lambda, il n'a pas le temps. Comme j'ai plein de copains généralistes, ils ont 1/4 d'heure. Vous m'entendez? Ouais. Ils ont 1/4 d'heure, et en fait, le sommeil, il vient pas pour ça. Et ça va être à la fin du quart d'heure, il va dire « Ah, au fait, j'ai du mal à dormir », et ça va se finir avec un quart de Lexomil ou je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas le temps, et qu'on va passer au patient suivant. Et ça, c'est là où il y a peut-être quelque chose à travailler, peut-être passer la main, etc. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut leur donner des outils. Il faut que ça soit restreint, il n'y a pas grand-chose à donner. Simplement de leur donner des outils. Et puis hier, tu disais, on échangeait tous les deux, autre chose qu'il faut leur donner, c'est les données épidémiologiques. Leur dire que ça concerne tous leurs patients. 10% de leur patientèle a une apnée du sommeil, on le disait. 7% ont des jambes sans repos. 30% ont une insomnie. Et depuis le Covid, on est passé, d'après les dernières données de Santé publique France, de 50 à 70% des gens qui ont des problèmes, des troubles du sommeil. Donc c'est quand même un truc, ça apparaît quoi. Déjà, simplement le chiffre, il faut savoir qu'un médecin généraliste, normalement, vu les chiffres, tous les 15 patients, il doit tomber sur quelqu'un qui devrait être appareillé. Tous les 15 patients.
Alors j'ai demandé ça veut dire qu'un médecin qui a 1500 patients, il a automatiquement, normalement, dans sa patientèle, 100 patients appareillés. J'ai demandé à des tas de confrères qui en ont 2500, ils ont 30, 40 patients appareillés dont ils connaissent l'apnée du sommeil. Donc il y a vraiment un manque énorme. Je voudrais revenir sur la surveillance et les DPC signés par les médecins généralistes. Pour moi, c'est un vrai problème parce que, au fond, sur quoi on se base? On se base sur le retour machine, sur l'IAH, etc. Oui, et le retour patient. Le retour clinique. patient. Oui, clinique, tout à fait. Le patient est plus somnolent, il n'est pas fatigué, il se sent bien. Mais vous savez, je suis appareillé, et donc ça fait 8 ans que je suis appareillé, et en fait, tout le long de mon tracé de patient, il y a eu des évolutions. Et en fait, il a fallu que je fasse... La machine me disait toujours, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait simplement une polygraphie de contrôle, branchée sur la machine, et je me suis rendu compte que je désaturais. Pourtant, je ne sentais pas grand-chose. Parce qu'on s'habitue. C'est un peu comme les respis. Les respis, ils s'habituent à leur façon de respirer. Et on s'habitue. Et donc, pour moi, il n'est pas possible de passer 1 an, voire 2 ans, de renouveler une DAP uniquement sur les données machines. Il faut faire des contrôles de polygraphie ou de polysomnographie. Nous, on fait ça systématiquement. Alors, 5 mois. Pardon, je vous interromps. Je ne suis pas complètement d'accord. Étant donné le volume de patients qu'on voit, c'est pas possible. Quand vous avez des patients qui ont un asthme, qui ont une BPCO, qui ont de l'hypertension, que sais-je, quelle que soit la pathologie clinique, vous prescrivez un traitement, vous le réévaluez. Et vous le réévaluez comment? Vous le réévaluez cliniquement. Patient, est-ce qu'il a besoin de ventoline? Est-ce qu'il fait encore de l'asthme à l'effort? Est-ce qu'il a eu besoin de corticoïdes? Et puis, quand vous renouvelez votre traitement, vous envoyez pas systématiquement le patient chez le pneumologue, faire une EFR et ainsi de suite. C'est pareil pour le sommeil, hein. C'est-à-dire qu'on a des golds, on a des objectifs, on sait qu'on va pas être à 100% amélioré. Quand vous avez de l'hypertension artérielle, vous mesurez l'hypertension artérielle pendant la consultation, vous leur demandez de faire un peu d'automesure, mais vous ne les mesurez pas tout le temps. Donc la polygraphie sous machine pour tous les patients, les contrôles de polygraphie, ils sont comme tous les examens complémentaires à faire pour certains patients, dans certaines circonstances, en se demandant, tiens, ce patient, je me demande s'il est encore essoufflé. Bon, est-ce qu'il désature pas la nuit? Parce qu'il est quand même en surcharge pondérale, il a de la BPCO, il a une polypathologie, donc il pourrait effectivement avoir des données machines rassurantes alors qu'elle me donne pas tout la machine. Ou alors, la machine me dit tout va bien, le patient me dit je vais pas bien. Là, effectivement, je fais une polygraphie sous machine et je me rends compte que la machine, elle sous-estime. Mais il y a un principe de réalité qui fait qu'il faut pas enregistrer tout. Enfin, je ne recommande pas d'enregistrer tout le monde tout le temps. Je vais juste pour les DAP, là, parce que c'est un gros problème. Donc il faut déconnecter la surveillance de la DAP. La DAP est simplement un renouvellement d'ordonnance qui est obligatoire parce qu'une ordonnance n'est valable qu'1 an. Donc vous êtes obligé de renouveler votre traitement, quel que soit le traitement, mais même un médicament, tous les 6 mois ou tous les ans. Et donc, ce renouvellement de DAP, il faut le déconnecter. Je vous rappelle en plus que si le patient est observant, ce n'est pas une DAP, c'est une ordonnance. L'ordonnance suffit pour renouveler un sommeil. Si par contre votre patient est pathologique, s'il était désaturant, vous le renvoyez à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois. S'il n'est pas pathologique, il y a ce renouvellement de DAP à revoir 1 fois par an. Mais on est en train de se battre pour le déconnecter et arrêter ce truc débile. Oui, complètement. C'est pas la DAP initiale. J'ai un asthmatique, je décide de ma surveillance de mon asthmatique. Vous avez une pathologie d'ORL, vous décidez voilà, mais il faut le déconnecter de ce renouvellement, qui est simplement un problème légal. De remboursement, de signature pour être remboursé. Pour le prestataire, sinon, il ne peut pas être remboursé. Oui, merci Reda pour l'énergie que tu as déployée pour créer cette association. Je pense vraiment la qualité première, moi que j'y vois, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources, sur éventuellement dès les consultations, ça peut être secondaire, mais sur la répartition des différentes professions qui tournent autour du sommeil, parce que c'est clairement, j'ai envie de dire, comme n'importe quelle spécialité médicale, elles sont maintenant toutes transversales. Le cardiologue, c'est transversal, le pneumologue, c'est transversal, l'ergologue, c'est transversal, le pédiatre, le généraliste, on n'en parle pas, parce que par essence, c'est transversal. Enfin, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, on a besoin de passer du temps pour la constante de sommeil, parce que
Bien sûr, il y a une part paramédicale, il y a une part d'examen paraclinique. Il y a un examen clinique qui est obligatoirement fait par le médecin parce que c'est lui qui a l'expertise. Et je pense qu'il ne faudra pas qu'on oublie, même dans le fonctionnement même des médecins généralistes, pour pouvoir passer les 45 minutes qui sont utiles pour les patients. On n'a pas forcément de monopole d'interrogatoire. Et c'est vrai que, bon, c'est juste un partage d'expérience, mais moi j'ai une assistante médicale. Tout ce qui est question standardisée, en plus elle est infirmière, donc elle a un peu sens clinique quand même, faut pas se cacher, mais les questions standardisées, c'est elle qui peut les poser. Et du coup, je peux vraiment voir un peu sa synthèse. Je fais un peu en fonction d'externe en médecine, c'est vrai, mais je gagne du temps. Et du coup, je peux faire 45 minutes avec le patient au cabinet, sachant que moi, je vais en passer peut-être 25 minutes avec lui, et il aura déjà fait un tour complet, et il y aura une prise en charge qui sera plus complète, qui sera plus sans service. Il y a des besoins qui sont énormes en sommeil. Je fais des chiffres encore pas trop vieux qui disaient que 80% des patients n'étaient pas diagnostiqués. J'ai un autre chiffre, on verra que la CPM ça tout à l'heure, mais il disait même un patient sous PPC qui coûte 10 fois moins cher un patient appareillé. Le PPC, c'est pas donné. Bon, c'est 15 € par semaine, mais c'est pas donné. Que s'il n'était pas appareillé. Donc on a vraiment besoin d'élargir le pôle des spécialités qui sont capables de le faire. Ce qui est important, c'est le niveau d'expertise à l'intérieur de la spécialité. On peut être cardio et niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si niveau 1 c'est sans piser, niveau 3 c'est expert. Et pneumo, on peut être au moins niveau 2, parce que normalement c'est dans la formation maintenant initiale. Mais bon, c'est pour les nouveaux pneumologues. Et un généraliste peut être autant niveau 1 que niveau 2 que niveau 3. Voilà, je pense que la spécialité, maintenant indépendante de l'expertise dans le sommeil, qui est transversale, donc je pense que ce sera aussi éligible à un DES. Ça n'empêche pas les allergologues qui sont maintenant des DES, si je ne dis pas de bêtises, d'être continuer l'allergologie, d'être faite aussi par des orales, par des pneumos, par des généralistes. On peut être pédiatre, on peut être gastro-entérologue, et aller voir chacun son DES. Il y a aussi des gastropédiatres. Voilà, je pense que c'est le niveau d'expertise par domaine médicaux, les spécialités, c'est dépassé. Alors, les spécialités, c'est dépassé, je ne suis pas convaincue, personnellement. En revanche, je vous rejoins tout à fait sur la délégation de tâches, sur le fait qu'effectivement, on a tout intérêt, vu la démographie médicale actuelle, vu la pression que le gouvernement et les patients mettent sur l'accès aux soins, de travailler avec des personnes qu'on a formées ou qui sont formées. Donc, on parlait infirmière azalée, assistante médicale, à main droite on disait IPA. Il y a effectivement énormément de choses que l'on peut déléguer et garder la main sur notre cœur de métier qui est de faire un diagnostic médical avec un interrogatoire qui a été mené par notre assistante, bien sûr. Oui. Mais vous avez eu cette bataille avec le CG il y a quelques années aussi, c'est pareil. Mais exactement. J'avais une question pour Eda. J'avais un chiffre en tête il y a quelques années de 3500 somnologues. On va dire un tiers de pneumo, un tiers d'ORL, un tiers de cardio, à la louche. Puis il y a 10% de reste, à peu près. Quelle est la proportion? Est-ce que tu sais le nombre de généralistes formés en France actuellement, que ce soit DPC, DU? On voit que la proportion monte, mais est-ce que, ou M. Stack, est-ce qu'il sait ça, les données comme ça? C'est large, c'est isolé, un généraliste qui est dans son coin. Donc c'est l'intérêt de fédérer. Après, la formation de généraliste par rapport au sommeil, c'est évident, c'est important. Et c'est même pas nous qui allons le rendre évident, ce sont les patients. Et moi, j'ai été surpris, je suis de plus en plus surpris de voir arriver en consultation des patients avec des montres connectées et qui me disent, voilà, mon sommeil, il est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là où faire un examen de polygraphie, oui, c'est bien, mais ça ne va pas nous amener la réponse forcément aux patients. Et c'est pour ça que quand on parlait de globalité de prise en charge avec d'autres professionnels, tu n'as pas encore parlé, mais peut-être que tu nous diras quelque chose, c'est important, il faut que le généraliste connaisse tout ça. Donc il y a déjà une formation, une information qui est importante parce que les patients deviennent de plus en plus connectés et s'intéressent à leur santé. Et voilà. Voilà. Et exigeants, ouais. Mais c'est normal ça. De plus en plus exigeant. Donc je pense que de toute façon, à tous les niveaux du corps médical, on va être obligé de s'intéresser, comme tu le disais aussi, au sommeil. Voilà.
Oui, après, je rejoins un petit peu tout ce qui a déjà été dit. C'est vrai que nous, là, du coup, on a la chance de voir les patients quand même assez régulièrement. On est sur le terrain, on peut amener à dépister justement des patients présentant des troubles du sommeil. Et c'est vrai que, du coup, je l'avais déjà évoqué lors de l'Assemblée générale de l'association, mais nous, on va recevoir des patients, pas forcément justement pour une plainte de sommeil. Ils vont nous être adressés par le généraliste pour... Alors moi, du coup, comme je suis spécialisée en rééducation maxillofaciale, ça va être des gens, par exemple, qui serrent les dents, qui bruxent beaucoup, qui ont des myalgies faciales. Et au final, dans l'examen clinique et le bilan de première séance, juste en incluant un bilan de sommeil détaillé, c'est là où on va s'apercevoir qu'il y a une réelle plainte de sommeil. Et on va du coup le réadresser vers le médecin généraliste qui est le médecin référent et qui va après pouvoir renvoyer vers les différents spécialistes, médecins du sommeil et autres spécialistes. Et je pense que c'est important, peut-être que, comme on le disait déjà, si les médecins étaient plus sensibilisés déjà, qu'est-ce qu'un patient, quelle est la clinique d'un patient présentant des troubles du sommeil? Alors moi, du coup, c'est vrai que je vois beaucoup des patients qui présentent des troubles obstructifs, mais voilà, déjà cliniquement, ils pourraient déjà plus facilement se dire, bon, ce patient-là, on va peut-être aller creuser un petit peu plus le sommeil, mais c'est là aussi, il faut qu'ils aient les outils. Alors, effectivement, je comprends totalement que... nous, c'est pareil, hein, les bilans sont longs. Pour vous, médecins, c'est pareil. Un bilan du sommeil complet, c'est très long. Mais voilà, ne serait-ce que d'avoir déjà une formation, comme Reda veut mettre en place, une formation pour tous les médecins généralistes, pour avoir déjà quelques petits outils pour utiliser ces petits outils lors de leur consultation sur des formats, un format classique, une consultation d'un quart d'heure, mais l'intégrer peut-être de manière systématique, du coup, sur toute la cohorte de patients qu'ils ont en soins. Ça, je pense que ce serait vraiment chouette. J'ai une dernière remarque à propos de ça, c'est une bonne remarque. Souvent, on a des remarques des médecins généralistes. Alors, on est formaté dans nos études, hein. On nous dit, c'est bizarre, là, tu m'as envoyé la polysomno, la patiente, elle est mince, elle n'a pas le profil. Le profil. Alors, qu'est-ce que le profil? Le profil, c'est Churchill. C'est l'homme gros de 50 ans qui ronfle. On est resté axé là-dessus. Celui-là, on le rate pas, personne ne le rate, les généralistes ne le ratent pas, voilà. Mais dans les études en cluster de Frédéric Gagnedo, on voit que c'est qu'à 35% des cas, en fait, le profil. Et il y en a plein qui n'ont pas le profil. Et des fois, ce qui me vexe un petit peu, c'est d'avoir des coups de fil, ou alors via le patient qui me dit, ouais, mon médecin généraliste, il doute un peu de votre examen, hein. C'est pas sûr que ce soit ça parce que j'ai pas le profil. Et ça c'est là où il y a toute l'éducation, la formation à faire pour dire, le vrai profil, c'est un tiers, et le reste, il faut savoir le diagnostiquer. Et en fait, le vrai profil, c'est les patients historiques. C'est-à-dire que quand Churchill, il y a 40 ans, Guy Minot, Sullivan, les premiers, les pionniers qui ont commencé à développer les outils de diagnostic, ils ont commencé par les patients, quand on voit qu'il y avait 80 apnées-heures, des désaturations de malades, qui étaient effectivement les plus graves. Et avec la médecine de l'enfant, on se rend compte effectivement, que ça commence dans la petite enfance, que le profil type, c'est le respirateur buccal, qui peut être mince avec la tête antéprojetée. La dame dont je vous parlais tout à l'heure, elle a le profil type de la patiente qui a de l'apnée depuis l'enfance. Elle est mince. Et donc ça, effectivement, si on ne nous l'apprend pas, moi la première, quand on ne me l'avait pas appris, mes enfants, je les avais sous les yeux, je ne les ai pas vus. Donc on est toujours, on revient au fait que la formation, la transdisciplinarité, l'expertise pour les patients les plus complexes, elle est très importante. Et tous les professionnels de santé, les kinés, les orthophonistes, les diététiciennes, les psychologues, les neuropsychologues, les personnes qui sont à l'école, les ATSEM, toutes les personnes qui vont rencontrer des enfants et des adultes, à partir du moment où ils ont été formés aux différents phénotypes, à un moment, ils vont se poser la question, et s'ils
s'ils ont appris quels sont les symptômes et les choses, ils n'ont pas besoin forcément de passer 3 quarts d'heure. Des fois, vous regardez la personne, elle arrive en 3 questions, vous avez déjà une idée de savoir si vous allez aborder les troubles du sommeil alors qu'il n'est pas venu pour ça, ou s'il a des troubles du sommeil, de savoir. On a beaucoup de pathologies polypathologiques, c'est-à-dire qu'on est habitué à ce que nos patients soient sur des syndromes métaboliques, ça c'est bon, c'est ancré. Le patient, il a l'hypertension, le diabète et l'hypercholestérolémie, on sait qu'il va avoir des problèmes cardiovasculaires, et ben le patient, il peut avoir de l'insomnie, des troubles respiratoires du sommeil et des syndromes des jambes sans repos. Il ne va pas avoir forcément trois spécialistes différents. On peut effectivement rechercher à l'interrogatoire et se dire que va falloir traiter ces 3 pathologies du sommeil qui sont concomitantes chez le même patient. Et de travailler ensemble. Nous, on envoie au kiné, le kiné nous envoie, on renvoie vers le généraliste qui renvoie vers l'ORL et on bosse tous ensemble en multidisciplinarité. Oui. Non mais... Jean-Paul Dupin, je suis chirurgien dentiste, donc je suis peut-être l'unique ici. Simplement, on parle là en ce moment de traitement, de suivi, de traitement, de diagnostic, de pré-diagnostic. Et moi, j'ai la chance de travailler et de collaborer avec Marc Sapen. Et on s'interroge sur la prévention. L'enfant que j'ai devant moi, est-ce que je peux penser lui éviter de devenir un jour un apnéique ? Cet enfant que j'ai, ce nourrisson qui est là, qui a son crâne qui est développé à 60%, mais le bas de son visage à 40%, donc il a 60% de croissance, est-ce que je peux influer sur sa croissance pour développer les voies aériennes supérieures pour qu'il évite un jour d'être un apnéique ? Donc on travaille sur cette problématique-là. Je vous invite, cet après-midi, il y a une conférence qui est faite sur la croissance et justement par des chirurgiens dentistes, la croissance de l'enfant et comment on peut arriver à avoir un capital croissance suffisant pour éviter l'apnée après. Ce que je voulais vous dire, oui, on dit que les chirurgiens dentistes, on nous cantonne peut-être dans le traitement de l'apnée à l'orthèse. On est dans les mêmes dynamiques que vous, à savoir que les prises en charge, elles sont ce qu'elles sont et qu'elles sont des freins au développement des suivis et des traitements. Donc je vous invite, et je m'arrêterai là pour ne pas prendre trop la parole, je vous invite cet après-midi à écouter cette conférence qui est vraiment très très bien faite sur notre positionnement. Et quand je dis notre positionnement, ce n'est pas le positionnement que des chirurgiens dentistes, hein. C'est le médecin généraliste qui a cet enfant devant les yeux et qui peut l'aider. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'était le thème de ma conférence hier soir, la prévention, dans laquelle vous avez une grande place, les dentistes et les kinés et les ORL et les généralistes. Figurez-vous que ce dont parle notre confrère, je l'ai vu... Ah, pardon, on me dit qu'il faut qu'on s'arrête, hein, parce qu'il y a des gens qui attendent dehors, pardon. Il y a sport et sommeil après. On a démarré en retard, merci beaucoup en tout cas. La discussion, elle peut se continuer sur notre stand. Si vous avez encore des questions ou des interrogations, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez bien sûr adhérer à l'association pour la rendre encore plus forte. Merci beaucoup et à bientôt, à très bientôt. Au revoir.